Bonjour à toutes et tous. Donc je reviens vers vous pour la correction donc, des trois exercices que je vous ai proposés en classe afin de pouvoir réviser pour le devoir qui aura lieu semaine prochaine. Donc le premier exercice c'était à partir d'un schéma dit à contact. On voit bien qu'on a des interrupteurs qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc on appelle ça un schéma à contact, un schéma électrique à contact. De retrouver les équations dites logiques de ce schéma. Donc les premières choses à savoir, c'est que les interrupteurs peuvent être ouverts ou fermés. Donc le nom de l'interrupteur, s'il est ouvert, s'appelle par exemple ici A. On voit un interrupteur qui s'appelle A, donc ça veut dire que quand il est ouvert au repos, dans l'équation, il s'appellera A. Par contre, s'il est fermé au repos, l'interrupteur, il s'appellera bar. Donc celui-ci s'appellera forcément C bar. Ensuite, deux choses à savoir. Si les interrupteurs sont placés en parallèle, ici, la fonction réalisée est une fonction OU. Donc ça veut dire que la fonction OU s'écrit avec le symbole plus. Et si un groupe d'interrupteurs est en série, c'est-à-dire qu'ils sont à la suite les uns des autres, celui-ci sera matérialisé par un point qui est l'équation logique et. Donc on peut écrire assez rapidement l'équation logique on voit bien que A est en série avec deux interrupteurs en parallèle qui sont B et C, et que C est fermé. Donc, nous aurons A, je vous ai dit, qui est en série, donc qui veut dire et, je mets une parenthèse, B qui était fermé, ou C qui était ouvert, et C qui est fermé, excusez-moi, et on obtient donc L est égal à B ou C bar. C'est-à-dire que pour allumer la lampe L qui est ici, il faudra appuyer sur A et B par exemple pour que ça s'allume, ou alors appuyer sur A et ne pas appuyer sur C, parce que si on appuie sur C on va ouvrir, on voit bien dans le schéma électrique, si j'appuie sur A et que je n'appuie pas sur C, ça s'allume. Si j'appuie sur A et que j'appuie sur B, ça s'allumera, mais C étant aussi fermé, alors c'est la fonction OU qui va intervenir ici, vous êtes bien d'accord. Si j'appuie sur A et que j'appuie sur B ou que j'appuie sur C, ça s'allumera aussi également. Donc si on prend la même politique pour la partie de l'équation M, on voit bien que A est en parallèle sur un groupe d'interrupteurs en série qui sont B et C, B étant fermé. Donc on va avoir A, ou pour l'histoire parallèle qui est ici, la série de B qui est fermée et C qui est ouvert. Nous avons donc les équations qui nous sont données. Ensuite, on pourrait s'amuser à réduire les équations, c'est-à-dire en utilisant des choses, on pourrait réduire et voir si c'était réductible. Mais ce que l'on veut regarder, c'est, on voudrait se dire, on vous posait la question en déduire la relation entre L et M en fait. Quelle est la relation entre les deux, entre la fonction L qui est en haut et la fonction M qui est en bas. Donc ici, L et M ici. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être regarder un peu ce qui s'y passe. Et puis, c'est pas simple du tout à essayer de regarder, mais ce qui paraît être bien, c'est que si on prend le complément de L, alors prendre le complément de L, ça veut dire inverser L. Regardez, je prends L, je dis prendre le complément, c'est mettre une barre au-dessus. Donc je dis que A est entre parenthèses B ou C bar, j'en prends le complément. Ça veut dire que j'inverse le tout. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a vu dans le cours que les fonctions logiques, quand elles sont inversées, si l'on casse la barre qui se trouve au-dessus, un monsieur a dit, monsieur De Morgan, que le signe qui est en dessous, si c'est un et devient un ou, et le ou devient un et. Donc on pourrait écrire que L bar est égal donc à A bar, ou, je vais laisser la barre sur le reste, B et C pour pratiquer en plusieurs étapes. Une fois que j'ai fait ça, je vais également peut-être casser la barre du bas pour voir ce qui s'y passe. Est-ce que ça peut changer des choses? Je vais à ce moment-là... Ah, j'ai fait une erreur. Je vois que j'ai fait une erreur. Là, j'avais oublié une barre. Excusez-moi, dans ma correction. Le A était bien fermé. J'ai oublié une barre. Donc, L bar est égal donc à A bar. Ou, si je casse la barre ici, je vais avoir B bar. Et là, il faut aussi savoir quelque chose. Inverser doit inverser quelque chose. 0 qui valait
que j'inverse vaut 1, que je réinverse vaut 0. Donc ça va redonner la même chose. C'est-à-dire que j'obtiens ceci. Et quand j'observe la chose, et que je regarde ce qui se passe, j'ai pris donc L, que j'ai inversé, est-ce que L n'aurait pas la même fonction que M? Ah si, regardez, L bar donne bien M, donc on peut écrire directement que L égale M bar ou que M bar égale L. Donc ça, c'était le premier exercice en fait, la correction du tout premier exercice. On va essayer de passer au deuxième, si on peut. Donc je vais descendre un peu plus bas et regarder le deuxième exercice. Donc le deuxième exercice, on vous explique que on se trouve dans un immeuble, à l'entrée d'un immeuble. Ça vous est déjà peut-être arrivé, ces choses-là, quand on va rentrer dans un immeuble, c'est des fois sécurisé. Il y a un bouton poussoir S1 qui est situé à l'entrée de l'immeuble. Alors ce bouton S1, il doit pouvoir deux conditions pour lui, enfin pas deux conditions, deux modes de fonctionnement. Si on se trouve le jour, là, on a une gâche. Une gâche, c'est donc une serrure électrique. Donc on vous dit le bouton S1, situé en bas de l'entrée d'un immeuble, doit pouvoir être actionné. Le jour, une gâche électrique permet d'ouvrir la porte et une sonnerie située dans la loge d'un concierge derrière la porte retentit. La nuit, seule, lorsque l'on appuie sur S1, seule la sonnerie retentit, parce qu'on a sécurisé la chose et il faut demander une autorisation. Un bouton S2 situé dans la loge du concierge, elle, doit pouvoir commander le fonctionnement de la gâche de nuit seulement. C'est-à-dire que si quelqu'un se présente la nuit, qu'on appuie sur S1, ça sonne, le concierge étant là, il dit je regarde qui c'est, j'ouvre. Et ensuite, on a un commutateur à deux positions, donc cette fois-ci c'est un interrupteur qui va nous permettre de passer du mode jour au mode nuit. On sait que quand ce commutateur est à 1, quand S3 est à 1, c'est la nuit, il est positionné en nuit, et quand il est à 0, c'est le jour. Donc avec tout ça, possibilité d'établir une table de vérité. Alors, on vous redonne un petit schéma en vous expliquant S1, etc., que la gâche s'appelle G, que la sonnerie s'appelle H, et que on arrive rapidement à écrire ce tableau. Première ligne. Donc quand je fais la première ligne, il ne se passe rien, personne ne fait rien. On est par contre en position jour, puisque S3 est à 0. Personne n'appuie sur S1 ni sur S2, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de sonnerie ni de gâche qui s'ouvre. Deuxième cas, on est cette fois-ci en nuit, mais personne n'appuie sur les boutons S1 et S2, donc il ne se passe rien au niveau de la gâche. Troisième cas, on se trouve donc en jour, là vous êtes bien d'accord, et quelqu'un appuie sur S2. Donc ça veut dire que S2 c'est le bouton qui permettrait d'ouvrir la gâche, et là donc on aurait pu, je crois que S2 c'est la gâche, on aurait pu, on va le modifier d'ailleurs, on va changer les choses parce que pour moi ça me semblait logique. Le concierge voit arriver quelqu'un, mais personne n'a sonné, donc alors on a dit qu'on était en jour, non en jour ça ne marche pas. On avait dit en jour ça ne marche pas, il n'y a que la nuit que ça va passer. Donc d'après les textes qui étaient donnés, on va rester comme ça. On se passe en nuit, quelqu'un appuie sur le bouton, la gâche s'ouvre, c'est-à-dire le concierge appuie sur le bouton parce qu'on est en mode nuit et il a décidé d'ouvrir la porte. On est en mode, quelqu'un appuie sur le bouton à l'extérieur et on est en jour, donc la sonnette sonne et la gâche ouvre la porte et la sonnette sonne. On est cette fois-ci en nuit et quelqu'un appuie sur la sonnette à l'extérieur et la sonnette retentit chez le concierge. On se trouve en jour, quelqu'un appuie sur la sonnette et en même temps sur la gâche, tout s'ouvre. Ça veut dire que c'est un peu bizarre. Le concierge appuie en même temps sur le bouton de la gâche, mais ça pourrait arriver, on ne sait jamais, mais c'est vraiment un cas vraiment impossible, mais on va le rentrer comme étant fonctionnel, parce que c'est possible. Et là on se trouve en nuit, et quelqu'un sonne en même temps que le concierge appuie sur la gâche et ouvre le système. Voilà. Donc là on a les deux colonnes qui ont été remplies, qui sont G et H, et avec ceci on est capable ensuite normalement de retrouver les équations logiques de G et H pour les symboliser à travers des schémas soit à logigramme, soit des schémas à contact. Alors soit on est capable directement à partir de la table de vérité qu'on voit ici d'obtenir l'équation logique. Alors ça on peut le faire, on regarde, alors pour ce faire on regarde à chaque fois qu'on a un 1 et on écrit la combinaison qu'on a en face, en prenant à 0
la variable, si elle vaut, en la prenant barre, si elle vaut 0 et normale si elle vaut 1. Et entre chaque 1 qu'on a, on rajoute une fonction OU. Ça va nous donner une équation ici avec 4 termes de suite. Ici également avec 4 termes de suite. Si on veut aller beaucoup plus vite, on peut passer par un tableau de Carnot qui va nous simplifier rapidement les équations. Alors on va établir ça, on va essayer de faire un tableau de Carnot, on va en faire deux d'ailleurs. Alors quand on fait un tableau de Carnot, on regarde, ici on a bien 3 variables, 2 puissance 3 représentant 8 combinaisons, on va faire donc un tableau qui lui va être à 8 cases, ce tableau, donc un tableau 8 cases, comme ceci, voilà. J'écris ici le nom de la variable que je cherche, qui s'appelle G, donc je le relis ici. J'écris ici, je vais mettre dans l'ordre les variables sur ce tableau, donc c'est-à-dire que ici je vais mettre S1, au-dessus là je vais mettre S2 et S3, comme ça la lecture se fait en direct. Et j'écris ici les états des différentes variables, donc 0, 0, 0, 1. Ici, attention, c'est 11, et ensuite c'est 10. Alors pourquoi ceci? Parce qu'on a le droit de ne changer qu'une variable à la fois. On voit bien qu'ici, si on changeait et qu'on passait à 10 l'ordre suivant du binaire, le binaire classique, on aurait deux changements à la fois et ça ne marche pas dans les tableaux de Carnot. Alors on y place ensuite les 1 et les 0, donc c'est-à-dire 0, 0, 0 qui est la combinaison comme une bataille navale 0, 0, 0, donc je sais que j'ai 0. Ensuite c'est 0, 0, 1, j'ai 0. 0, 10, j'ai 0, c'est ici. 0, 11, j'ai 1, vous êtes bien d'accord. Ensuite 10, non 1, 0, 0, c'est cette combinaison-là, et j'ai 1. Ensuite 1, 0, 1 qui est ici, j'ai 0. Et j'ai à la suite les deux derniers, qui sont les deux derniers cas, qui sont à 1. Et puis ici, j'essaye de faire des regroupements. Alors, je dois faire des regroupements de 2 puissance n, donc 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, etc. En regroupant ces groupes donc de 1, 2, 4, 8, il faut trouver faire des groupes de 1, 2, 4, 8. Je vous rappelle que ce tableau est circulaire, comme une sphère en fait. Donc l'endroit là touche celui-ci, puisque c'est une sphère, hein, le coin là touche celui-ci aussi. Et que je dois regrouper, faire le moins de groupes possible. Donc moi ici, dans cette question, je verrai un premier groupe qui est ici, et puis un deuxième groupe qui lui serait donc ici, je vous ai dit que c'était une sphère, qui serait là. Et j'arrête là. Je ne fais pas de groupe ici, là. Impossible de reprendre ce groupe, ça ne sert à rien, puisque j'ai essayé de faire le moins de groupes possible. Une fois que j'ai fait ça, je peux tout de suite écrire l'équation. Je peux m'écrire G égale le groupe rouge. Alors, pour retrouver le groupe rouge, je regarde ce qui ne varie jamais. Je vois que S1 prend l'état 0 et 1. Il varie donc. Et par contre, donc lui ne sert à rien dans ce groupe rouge. Par contre, ici, je vois que S2 et S3 restent à la même valeur. Donc ça veut dire qu'ils vont rester à la même valeur et je peux les retenir. Donc ça va donner S2 et S3. Le premier terme. Ensuite, je vais mettre le deuxième groupe. Pour mettre le deuxième groupe, je mets la fonction OU. Et je mets ensuite le deuxième groupe qui lui, ici je vois bien que S1 ne varie pas, il vaut 1, vous êtes bien d'accord, pour ce groupe S1 vaut 1 ici. Par contre ici, le seul qui ne varie pas, c'est celui qui est ici, donc c'est S3, et il vaut 0. Donc ça veut dire que pour ce groupe, j'aurai S1 et S3 bar. C'est bien ce qui vous est donné ici. Le résultat qui vous était donné ici. On peut faire le deuxième tableau de Carnot, hein. On va aller assez vite, on va redessiner le tableau de Carnot 8 cases, donc nos 8 cases qui se mettent en place. Même chose, je donne le nom de la fonction, elle s'appelle H, ici je mets S1 qui vaut 0, 1, ici je mets S2 et S3, je ne me trompe pas dans la numérotation binaire, et je place ensuite les bits correspondants. Je vois que les bits correspondants à 1 se trouvent dans la ligne où S1 égale 1, et c'est les 4 combinaisons. Donc ça veut dire tout de suite je peux les mettre ici, à cet endroit-là, et tous les autres valent 0. Je vois que je peux ne faire qu'un seul groupe de 4. Attention, je vous ai dit des groupes de 1, 2, 4, 8. Et écrire l'équation tout de suite en disant, excusez-moi, c'est H, cette équation, et elle vaut L. Qu'est-ce qui ne varie pas? S1 vaut 1. Dans les autres cas, S2 et S3 sont variables, donc c'est S1. Et j'obtiens H égale S1, donc ce qui était donné ici. Donc, à travers Carnot, j'obtiens les équations les plus simples possibles.
J'aurais pu non plus, si j'avais fait l'erreur dans le tableau du premier et que je m'étais dit, eh ben, je prends aussi le groupe qui est là parce que je le remets ici, j'aurais eu en plus un autre terme qui fait que l'équation n'est pas la plus simple possible, elle n'est pas simplifiée au maximum. Là, je suis sûr que dans le premier cas que j'avais fait de correction, eh ben, je suis à la condition la plus simple. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, il est simple d'aller faire le schéma des différentes fonctions, c'est-à-dire je vois bien que je dois avoir en parallèle dû à ce où S2 et S3 qui sont en série, donc S2 et S3 sont en série des interrupteurs se fermant puisqu'il n'y a pas de barre dessus, ou, puisque je suis en parallèle, S1 et S3, S1 un interrupteur qui se ferme et S3 un interrupteur qui s'ouvre, voilà, ici, là, donc ça c'est la branche qui est là, vous êtes bien d'accord. La branche rouge, elle est donc ici matérialisée par ces deux interrupteurs-là, et le OU, lui, il est matérialisé par la forme parallèle, la série étant matérialisée, là, à chaque fois, les séries étant matérialisées par le et étant matérialisé par les séries. Pour le dernier, bah, H égale S1, bah, ça va très vite, hein, parce que c'est un seul interrupteur en série qui se ferme, donc à chaque fois qu'on appuie sur le bouton extérieur, la sonnette sonne. Voilà. Ça, c'était l'exercice numéro 2. Passons à l'exercice numéro 4, qui lui, et qui est le 3 en fait, hein, il est numéroté 4, je suis désolé, il y a une petite erreur. On vous dit que dans une usine de fabrication de briques, on effectue donc des contrôles de qualité à la sortie de la chaîne de fabrication de ces briques selon 4 critères. Alors pour qu'il soit correct le critère, eh ben, il vaut 1, s'il est 0, il n'est pas correct. On contrôle le poids des briques, la longueur, la largeur et la hauteur de la brique. Donc la brique étant un pavé, elle a bien 3 dimensions, longueur, largeur, hauteur, et elle a un certain poids. On classe les briques dans 3 catégories. Première catégorie, qualité A, la meilleure qualité. Le poids et 2 dimensions sont moins corrects. Ensuite, qualité B, un peu dégradée. Le poids seul est incorrect, donc le poids est incorrect, ou le poids étant correct, 2 dimensions au moins sont incorrectes. La qualité 3, le poids est incorrect, ainsi qu'au moins une dimension. Avec tout ça, on est capable, en lisant correctement les choses, eh ben, de se dire dans quelle qualité je les mets. Donc j'établis mon tableau de vérité, hein, ma table de vérité, je vois bien pour la première ligne, ça veut dire le poids est incorrect, la longueur est incorrecte, la largeur est incorrecte et la hauteur est incorrecte, donc c'est une qualité C. Par exemple, la ligne tout en bas, je vois que tout est correct, c'est bien une qualité A. Et puis, au fur et à mesure, bah, je me balade dans le tableau. Là, par exemple, je ne vois que j'ai que la hauteur qui est correcte, donc c'est une qualité C, etc. En reprenant toutes ces phrases, j'obtiens ça. Et ensuite, on me dit, eh ben, une fois que j'ai ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est, il n'y a pas de question supplémentaire, hein, c'est établir la table de vérité. Et maintenant, moi, j'aimerais bien avoir les équations de A et B. Bien sûr, tout ce qui n'est pas rempli vaut des zéros, c'est-à-dire que tout ce qui est mis sans rien vaut des zéros. Donc j'aimerais bien établir des tableaux de vérité pour obtenir les équations. Alors, cette fois-ci, les tableaux vont grandir un petit peu, vous êtes bien d'accord, puisque eh ben, on a 4 variables en entrée, donc les combinaisons du tableau, c'est 16 combinaisons en fait. Le tableau, c'est des tableaux à 16 combinaisons avec 2 entrées en horizontale et 2 entrées en verticale. Donc, premier tableau qu'on va faire, hein, on trace un tableau, c'est de faire ça, donc on coupe notre tableau à chaque fois en 2 parties, encore une fois ici et une fois ici. Le premier tableau, ça serait QA que je vais remplir, et ici je mets bien sûr P grand L et petit l H. Et là, 0, 0, 0, 1, 11, 10, 0, 0, 0, 1, 11 et 10. Et je vais aller remplir les 4 1 qui sont là, et après mettre des zéros partout ailleurs, vous êtes bien d'accord. Donc les 4 1 qui sont là, je vois, c'est quand j'ai, il se trouve, donc quand j'ai P, grand P et grand L à 1, sauf dans le cas où j'ai 0, 0 pour H et petit l. Donc ici j'aurai 0 et les autres cas sont à 1, si je ne me trompe pas. Revérifions voir, oui c'est bien ça. Et puis ensuite, le dernier, lui, cette fois-ci, il est dans le cas où j'ai la combinaison 10 à l'horizontale et 11 à la verticale. Donc c'est la combinaison qui est là.
je ne me trompe pas. Regardez voir, donc c'est bien 10 et 11. 10 et 11. Voilà, j'ai bien mis. Et tout le reste, donc, vaut des 0. Je vois donc que mes 4 1 sont rentrés dans ce tableau et il faut que je fasse, comme tout à l'heure, eh ben, des regroupements de 2, 4, 1, 2, 4. Alors, qu'est-ce que je peux faire là pour que ça passe bien? Bah, le seul moyen que j'ai, eh ben, c'est de dire, je fais un premier regroupement qui prend, par exemple, ces deux nombres-là, à la verticale. Un deuxième regroupement qui prend ces nombres-là à l'horizontale. Et puis un troisième regroupement, je vais essayer de faire ça en jaune, qui prend ce dernier à l'horizontale. Donc là, je suis obligé de faire 3 groupes. Donc il y aura 3 paquets dans l'équation. Donc je vais avoir QA, l'équation de QA, qui elle va être donnée par le premier paquet qui va être rouge. Pour avoir le premier paquet rouge, je regarde ce qui ne varie pas. Bah, dans le rouge, j'ai ça qui reste constant et les deux variables qui sont en haut. Donc ce qui reste constant, c'est le poids. Elle dépend bien du poids. Et de petit L et petit h. Donc poids, largeur, hauteur. Ils sont bien tous à 1 pour donner ce terme. Le terme suivant, qui est le terme violet que j'avais mis en place, qui est ici, lui, qu'est-ce que je vois? Bah, de ce côté-là, ne varie pas le poids et la longueur. Par contre, dans l'autre sens, qui reste constant, si je regarde, eh ben, c'est ce 1 qui est là et ce 1 qui est là, en fait, qui correspond à la hauteur. Voilà. Et qui vaut 1. Dernier terme, qui est jaune, lui, cette fois-ci. Je vais essayer de l'écrire correctement. Donc c'est ici, j'ai toujours le poids, la longueur qui sont à 1. Par contre, ici, ce qui ne bouge pas, c'est la partie qui est là. Donc c'est... Alors c'est des et, à chaque fois, il y a un point et petit n. Donc poids, longueur et largeur. Voilà, l'équation de QA. Essayons de faire l'équation de QB pour aller plus loin. Donc l'équation de QB, je vais essayer de ne pas aller trop haut. Donc je retrace mon petit tableau ici, 16 cases bien sûr. Hop, 1, 2, 3. Je regroupe en deux de chaque côté. Désolé, hein, les espaces ne sont pas les mêmes. Donc là je vais mettre P, grand L. Ici c'est petit L, H. Et là j'ai QB. Alors c'est 0, 0, 0, 1, 11. 10, 0, 0, 0, 1, 11, 10. J'y place les 5 1 qui se trouvent ici. Alors, il faut que je sois en 0,1. Ligne 0,1, elle est ici. Vous êtes bien d'accord? La ligne 0,1. Et dans la ligne 0,1, j'obtiens le 1, 1. Donc 0,1, 1, 1. Ça doit être ici. Ensuite, je suis à la ligne 10, et dans la ligne 10, je vais avoir 0, 0, 1, 10. Donc dans la ligne 10 qui est tout en bas, vous êtes bien d'accord? La ligne 10, j'ai 0, 0 ici, donc j'ai un 1 ici. J'ai la ligne 10, j'ai 0, 1, et la ligne 10, j'ai 10. La ligne 10, j'ai 10. Et le dernier, qui est la ligne 11, qui est celle-ci, la ligne 11, hein, pour là, et 0, 0. Donc qui était ici. 1, voilà. Donc le reste sont des zéros. On va mettre ici, voilà. Hop, 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 hop. Et puis, donc ça c'est un 0 ici. Hein. Je ne sais pas compter que ça c'est des zéros. Hein. Les seuls 1 que j'ai, hein, je vous ai dit, hein, c'était ici, là, plus ici, me semble-t-il. Et ben là, il faut faire des groupes. Là, il va y avoir beaucoup de groupes à faire. Je suis désolé, il va y avoir un groupe ici, qui est celui-là. Il va y avoir un groupe ici, qui est celui-là, qui n'est pas le même, hein, vous êtes bien d'accord. Un groupe ici, qui est celui-là. Et un dernier groupe, si je le mets en jaune, bon j'en ai mis deux en rouge, je suis désolé, j'ai pas d'autre couleur, qui est celui-là. Donc si je veux obtenir l'équation de celui-là, bah, le premier groupe en rouge que j'ai donné, donc je vais écrire Q, on va l'écrire ici, hein, QB, sera égal. Donc le premier groupe en rouge qui était ici, ça va être, eh ben, il faut garder tout le monde, c'est-à-dire que le poids est à 0, donc c'est P bar, grand L et grand L, puisqu'il vaut 1, grand L, vous êtes bien d'accord, et petit L et H. Ça va donner un 1. Ou, deuxième groupe en rouge, c'est celui qui est ici, là. Donc je repasse sur le deuxième groupe en rouge qui est de ce côté-là. Ce qui est commun de ce côté-là, c'est le poids, la longueur bar, vous êtes bien d'accord, ici, longueur bar, puisqu'elle vaut 0. Et puis en commun aux deux, c'est le 0 qui est ici, donc c'est la hauteur bar.
Ensuite, sur le groupe violet par exemple, si je passais au violet, donc je remets un ou entre à chaque fois. Groupe violet qui est ici. Qu'est-ce qui est en commun ici? C'est le 1 qui est ici, donc c'est le poids qui est en commun à l'état haut. Par contre ici, la largeur est à l'état bar et la hauteur est à l'état bar. Ou j'ai encore un groupe, je crois que j'ai donné, qui est le jaune là, je vais l'écrire également en rouge, hein. C'est ce jaune là que j'écris en rouge. Je vois bien qu'ici j'ai le poids, j'ai la hauteur barre, puisqu'elle vaut 0, et le point commun des deux, c'est ce qui ne varie pas, c'est donc le premier bit qui est à 0 et qui est lui la largeur barre. Et j'ai l'équation donc de ce groupe là. Pour finir, le dernier groupe, eh ben, je vois apparaître 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, vous êtes bien d'accord, qui correspondent donc dans le tableau. Je vais tout de suite mettre le tableau en place. Le tableau, donc je vais essayer de le mettre ici, ce tableau, je vais refaire le tableau, donc c'est le tableau de QC. Je vais aller tracer mes 16 cases du tableau si je peux. Voilà. Je vais mettre donc ici grand P, grand L, petit l, H, mettre les combinaisons 0, 0, 0, 1, 11, 10, 0, 0, 0, 1, 11, 10, je ne compte surtout pas. Je vais aller mettre les 1 à l'intérieur. Quand je regarde le tableau, je l'ai dans la tête un petit peu. Le seul, je vais mettre tous les zéros parce que je sais que toute la partie basse du tableau, elle vaut 0 ici. Et l'autre 0 qui apparaît dans la partie haute du tableau, elle est là. Donc ça veut dire que tout le reste est à 1. Ça, je l'avais vu sur le tableau. Et là, je dois faire des groupes. Donc faire ces groupes, il faut arriver à faire donc des groupes les plus gros possibles et regrouper tout à l'intérieur du tableau. Alors essayons de faire ça assez bien. On voit bien que on pourrait faire ce groupe là déjà. Et on en a 4 qui disparaissent, qui est le groupe rouge. On pourrait également faire un groupe qui va nous faire disparaître, alors pour avoir les plus gros groupes possibles, par exemple, regardez ici j'ai dit qu'ils se touchaient puisque c'était une sphère, ça fait un autre groupe. Et le dernier groupe que je pourrais avoir, pour qu'il soit le plus gros possible, ça sera un groupe de 4 également ici. Les 4 qui sont là. Et puis écrire l'équation, donc QC, qui est le groupe rouge. Donc le groupe rouge qui est ici, là, c'est toute la longueur. Je vois bien que petit l et petit l et petit h varient tout le temps. Seuls sont en commun une seule chose. Non, c'est donc le poids qui est à 0 et la longueur qui est à 0. Donc ça va s'appeler poids barre et longueur barre. Ça c'est le premier terme. Le deuxième terme qui était le violet, on a dit. Le violet, donc c'est ici. Sur la verticale, ce qui est commun, c'est ceci qui vaut 0, donc c'est le poids barre. Et dans l'autre sens, ce qui est commun, c'est la partie ici, vous êtes bien d'accord, qui est le h bar, la hauteur barre. Et le dernier groupe, qui est jaune, mais que je vais écrire en rouge parce qu'on ne voit pas bien quand j'écris puisque c'est un surligneur, c'est ce groupe qui est ici. Dans la verticale, c'est toujours le poids qui est barre, vous êtes bien d'accord. Et par contre, dans l'horizontale, c'est la partie là, c'est le petit L bar qui est mis en place. Et on voit bien que QC, il faut que le poids ne soit pas bon et la longueur, ou que le poids ne soit pas bon et la largeur, ou que le poids ne soit pas bon et la hauteur, excusez-moi, et la largeur. Une fois qu'on a fait ça, on pourrait faire les schémas contact, on pourrait faire les schémas logigramme, on pourrait faire plein de choses pour accéder à ça et puis terminer des exercices. Je vous remercie de votre écoute et puis j'espère que vous allez arriver à réviser correctement.